Nous sommes dimanche, le 17 décembre, et vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans le grand journal du dimanche. Le contrat de désendettement et de développement a soufflé cette semaine sa 10e bougie, un 10e anniversaire célébré au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sous fond de fierté pour l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. C'était en présence des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre. On évoquera aussi ces échanges entre le Conseil du coton et de l'anacarde et le secteur financier sur le financement de la commercialisation de l'anacarde. Le Conseil sollicite les banques pour un accompagnement accru de la filière cajou, qui est une filière écologique d'avenir et qui est tout à fait économiquement viable. Lors d'une conférence de presse, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a attaqué l'ANC et son président Cyril Ramaphosa, l'accusant d'être aux mains du capitalisme blanc. Cette dissidence pourrait soustraire de précieuses voix au parti présidentiel qui risque de perdre la majorité lors des élections de 2024, ce qui serait une première. La COP28 s'est achevée le 12 décembre dernier sur un accord qui marque le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles en jetant les bases d'une transition rapide, juste et équitable. Les négociateurs de près de 200 parties se sont réunis à Dubaï avec une décision sur le premier bilan mondial visant à intensifier l'action climatique avant la fin de la décennie. Il faut maintenir la limite de haussement de température de 1,5 degrés Celsius à portée de main. Les parties sont également parvenues à un accord historique sur l'opérationnalisation du fonds des pertes et préjudices et sur les modalités de financement. La Côte d'Ivoire était fortement représentée sur place. La délégation est rentrée de Dubaï. Quel est le bilan de sa présence à cette COP? Nos attentes ont-elles été satisfaites? On le saura à l'occasion du magazine du dimanche. Et professeur Georges Kouadio est notre invité. Il est conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Par ailleurs, président du comité scientifique de la COP 28. Bonjour, professeur. Oui, bonjour Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous accueillir. Alors, on nous dit qu'il y avait une forte délégation. Le vice-président même était sur place. Parle-nous un peu de cette délégation et de ce que vous y avez fait concrètement. Alors, le monde est en danger, il faut le dire. Il y a le dérèglement climatique. L'homme est responsable de la hausse de température. On a pris des engagements à l'accord de Paris, à la COP 21, en 2015, de forts engagements pour limiter, changer nos modes de production et de consommation en vue de maintenir la température moyenne de la Terre qui augmente avec les gaz à effet de serre, dont le principal est le CO2 et celui qui suit le méthane et le protoxyde d'azote. Ce sont les trois que je cite. Il y en a d'autres, ils sont au moins 6, mais c'est les trois les plus connus. Et ces gaz présents dans l'atmosphère augmentent la température moyenne et ils sont produits par le fait de nos modes de production et de consommation. Alors la délégation ivoirienne était composée? La délégation ivoirienne était extrêmement forte. Toutes les entités étaient représentées. Il faut féliciter et remercier le président de la République qui a très vite compris ces enjeux, déjà en portant dans la nomenclature de notre ministère la notion de transition écologique, qui est une idée très forte pour accélérer la lutte contre les changements climatiques. Le vice-président de la République. Le vice-président de la République. Le ministre Assaoré. Le ministre Assaoré, 2 présidents d'institutions, le Sénat, la CESEC, 9 ministres, des représentants de l'Assemblée nationale, des ONG, le secteur privé fortement représenté. Au moins 200 personnes étaient de la délégation ivoirienne, avec toutes les entités, tous les secteurs d'activité étaient à cette COP28. Et tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, vous nous direz ce que vous nous avez rapporté. Vous étiez nombreux là-bas. Qu'est-ce que vous avez ramené à la Côte d'Ivoire? Oui, la moisson a été bonne. On vous fera le point tout à l'heure.
On le saura. Merci beaucoup, professeur, et à dans 30 minutes seulement. D'accord. Le C2D, contrat de désendettement et de développement, a été mis en place par la France pour reconvertir la dette de certains pays en programme de lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, l'outil compte 10 ans d'activité, une décennie célébrée donc cette semaine en présence du Premier ministre. Occasion pour Robert Mambé-Begré de se féliciter de l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koné, Adama Kéré, reportage. C'est une décennie de collaboration fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la France, célébrée avec la jeunesse ivoirienne dans toute sa composante. Le directeur Afrique de l'Agence française de développement a largement retracé le parcours du contrat de désendettement et de développement, un outil qui permet à la Côte d'Ivoire de réussir ses projets structurants au bénéfice des populations. Le C2D nous a permis d'être au rendez-vous et d'appuyer fortement le redressement de l'économie ivoirienne et le relèvement de l'administration. Les résultats en sont visibles aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés de la société et de l'économie ivoirienne, représentés ici par les différents stands. Tous ces résultats traduisent des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Le C2D est ainsi un formidable levier d'accompagnement des politiques publiques ivoiriennes sur l'ensemble du territoire et au bénéfice de toutes et tous, sans discrimination. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement salue l'une des coopérations économiques les plus abouties entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ces appuis significatifs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se construire à nouveau, de se désendetter vis-à-vis de la France, de se développer et de lutter contre la pauvreté. Pour les 10 ans du mécanisme financier, le président du comité d'orientation et de suivi du C2D a mis en avant le capital humain, la jeunesse ivoirienne. L'année 2023 a été proclamée par le président de la République année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Avec le concours que vous nous apportez, la Côte d'Ivoire vous donne l'assurance que la transformation de la jeunesse, des activités de tous les ministères est en marche. Et le CDD numéro 3 trace les jalons du renforcement de notre coopération avec la France. Nous devons continuer sans relâche à œuvrer davantage pour que nos populations soient satisfaites et que les Ivoiriens voient les actions concrètes qui marquent la volonté du président Alassane Ouattara de donner à la jeunesse d'être fière d'elle-même et aux populations ivoiriennes de vivre heureux. Une journée de célébration pour retracer 10 années marquées par des réalisations significatives qui touchent les Ivoiriens dans leur quotidien. À l'Assemblée nationale, on a célébré récemment la journée parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes. Cela dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG. Une occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'inviter les parlementaires à renforcer leurs actions contre ces violences. Les précisions de Moussa Konaté et Sylvestre Nguessan. Financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. La question est au cœur de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Les acteurs engagés contre les violences faites aux femmes et aux filles sollicitent l'accompagnement des parlementaires dans le combat. Il s'agira de discuter de l'ensemble des procédures
et moyens pour analyser, surveiller, discuter et vérifier le dispositif de lutte mis en place pour décourager les perpétrateurs de violences. La réponse se pose en termes de financement des actes médicaux posés sur les victimes survivantes de violences. Nous sommes convaincus que les honorables députés que vous êtes sont en mesure de faire obtenir des solutions aux problèmes de financement des actes médicaux. Selon l'enquête démographique de santé 2021, en Côte d'Ivoire, 13% de femmes ont subi des violences physiques et 4% des violences sexuelles. Pour la ministre Nassene Batouri, il faut davantage d'efforts pour freiner le fléau et la contribution des parlementaires est souhaitée. Nous devons, dans un esprit de solidarité, agir ensemble pour mettre fin à l'impunité d'une part et d'autre part, s'assurer que chaque victime reçoive les soins nécessaires pour se rétablir et se reconstruire. Un appel aux parlementaires bien entendu par le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Adama Bictogo. L'Assemblée est engagée dans ce programme. La preuve, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a même diligenté une mission à l'extérieur pour des députés qui sont allés bien se former sur cette problématique du financement. Cette rencontre parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes des violences faites aux femmes et aux filles s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Pendant ce temps, à Yamoussoukro, l'autre chambre du Parlement recevait le ministre du Budget et des Finances. Adama Coulibaly était face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat, devant lesquels il a défendu le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État de l'année 2023. Un projet de loi adopté au final à l'unanimité des parlementaires présents. Herman Guivet, depuis Yamoussoukro. Le ministre des Finances, du Budget, Adama Coulibaly, face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Sa mission, présenter le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023. L'exposé des motifs de ce projet de loi, comme son nom l'indique, rend compte des modifications enregistrées contre les prévisions initiales. Au terme de cette présentation pour adoption, les sénateurs ne manquent pas de réagir au président de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat de marquer le temps de l'adoption. Passons au vote. Les sénateurs qui sont pour son adoption. Le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023 est adopté par les sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières. C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire, dans l'équilibre financier, de venir présenter au Parlement les modifications, les changements qui ont été apportés. Et comme vous le savez, l'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, j'en ai parlé, mais aussi de la BAD et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, en face, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA, justement pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs. Comme vous savez, le coton a souffert en fait de la maladie jacide. Donc on a dû apporter un soutien aux cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain, en tout cas au niveau de la boulangerie, ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget. Donc il était important que nous venions présenter cela au niveau donc, des vénérables sénateurs. C'est un soutien franc qui montre effectivement que les vénérables sénateurs sont en soutien des actions du gouvernement
en lien avec tout ce qui a été indiqué comme orientation en termes de budget. Nous avons intégré donc les montants que j'ai indiqués, surtout les dépenses additionnelles qui sont faites en lien avec ces ressources engrangées. Je crois que ça a été bien compris par les vénérables sénateurs qui montrent effectivement qu'ils sont avec le gouvernement, ils sont également avec les populations. Ce sont au total 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets qui sont porteurs de progrès social pour nos populations. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'État de l'année 2023 de plus de 814 milliards, portant son niveau à plus de 12 508 milliards contre 11 694 milliards initialement prévus. C'est un partenariat sûr et efficace qui se noue entre le Conseil du coton et de l'anacarde et les banques en Côte d'Ivoire. Les établissements financiers acceptent d'apporter un accompagnement plus poussé à la filière cajou, ce qui, bien entendu, ravit les acteurs du secteur. Lansine Bakayoko. Selon Adama Coulibaly, directeur général du Conseil coton-anacarde, la Côte d'Ivoire est devenue un acteur majeur de la transformation mondiale après le Vietnam et l'Inde. De 6% en 2013, les noix brutes transformées en 2022 atteignent les 22% de la production nationale, soit 224 000 tonnes. Ce taux peut augmenter beaucoup plus rapidement si les banques s'impliquent encore plus fortement dans le financement. C'est important que nous puissions fonder des relations, de confiance avec les institutions bancaires qui sont en Côte d'Ivoire en faveur de nos acteurs. Face à cette demande d'appui en faveur du financement de la transformation du cajou, le secteur financier brandit la même rengaine, à savoir l'organisation approximative des filières agricoles, peu encline à rembourser les crédits octroyés. Il y a une forte redevabilité des banques à la commission bancaire qui fait qu'elles sont obligées de rendre compte de l'usage du crédit. Donc le crédit doit être plus sain qu'avant. Donc c'est pour ici mettre l'accent sur l'enjeu et le défi de structuration de tous les acteurs qui veulent susciter des crédits auprès des banques. Ces inquiétudes sont désormais dissipées grâce notamment au nouveau schéma de commercialisation de l'anacarde et les mesures de sûreté mises en place pour le suivi et le contrôle des activités. Pour 2022, la filière a généré autour de 600 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque vous avez enregistré que nous avons produit plus de 1 million de tonnes, et pour ramasser 1 million de tonnes, c'est des financements conséquents. Chaque année, entre 1000 et 1300 acheteurs sont agréés avec environ 15 000 pisteurs qui reçoivent des cartes de pisteurs. L'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire revendique une trentaine de banques et établissements financiers. On en vient maintenant à cet atelier de validation de la stratégie commerciale offensive de la Côte d'Ivoire, stratégie pour favoriser le positionnement des entreprises du secteur privé ivoirien sur le marché africain. C'est à l'initiative du Comité national de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Les précisions de Jean-Michel Kouadio et Dangui Dangui. Des acteurs du transport, de la filière agricole et des télécommunications, tous issus du secteur privé, veulent conquérir le marché continental à travers la zone de libre-échange africaine. Pour y parvenir, ils décident de mener une offensive à travers un atelier. 2 jours pour s'enquérir des techniques pouvant favoriser leur positionnement stratégique sur le marché africain. Nous avons diligenté une étude de marché sur les 5 différentes régions de l'Afrique. Donc cette étude va mettre à la disposition des agents du secteur privé des informations concrètes sur le potentiel de leurs différents produits. On doit tous savoir que le premier marché d'Afrique pour les industrialisations, c'est l'Afrique, 40%. Avec la ZLECAf, la production industrielle va augmenter d'autour de 40%. Avec la ZLECAf, c'est plus de 15 millions, une trentaine de millions de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Avec la ZLECAf, c'est aussi le commerce intra-africain qui va augmenter de 400%. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, avec un marché de 1,3 milliard de personnes, constitue la plus grande zone de libre-échange au monde, avec 54 États membres.
Les organisations féminines des villages de Niazaroko et Niako-Brognoa étaient récemment en fête. C'est dans le département de Lakota, dans la région du Lodjibois. Des festivités marquant la fin d'année, célébrées donc par avance et au cours desquelles elles ont pu formuler quelques doléances. On voit cela dans le détail avec Khalil Diomandé. Au quotidien, elles sont à la tâche pour se faire une place dans la société. L'autonomisation reste une quête permanente pour ces femmes du village de Niazaroko, dans le département de Lakota. Mais dans cette quête d'autonomie, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés. À cette célébration qui leur est dédiée, elles lancent un appel aux cadres de la localité. Le village de Niazaroko est un village de près de 6 000 habitants. Ne dispose d'aucune structure sanitaire, ni de source d'eau potable. En réponse à la doléance portant sur la construction d'un centre de santé, Samwa Kouboué, cadre de la région du Lodjibois, indique qu'une étude de faisabilité est en cours. En attendant, il annonce une initiative d'appui aux femmes au nom de Patricia Sylvie Yao, maire de Guitry. Elle m'a promis en temps opportun, mais dans un temps proche, à aider à ce que les femmes de Niazaroko, à partir de leur association, elles les font facile pour investir où elles voudront ici à Niazaroko. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, permettez de vous dire, dans les 2 jours qui viennent, d'aller à Guitry avec vous pour qu'elle vous remette un tricycle pour l'association des femmes. Comme à Niazaroko, Samwa Kouboué est allé apporter son soutien aux associations féminines du village de Niako-Brognoa. Ici, les femmes réaffirment leur volonté de prendre toute la place qui est la leur au sein de la communauté. Je suis convaincue que la femme n'est pas une mendiante et qu'elle peut être une source de bénédiction pour son mari. Ensemble, nous pouvons changer le paradigme selon lequel la femme doit être sans rien faire et attendre que son mari fasse tout. En quittant ce village, Samwa Kouboué a invité les populations à préserver la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Et preuve que les femmes sont dynamiques et qu'elles peuvent faire tout faire par elles-mêmes. Je vous emmène à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où les jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire se sont lancées récemment dans la formation des femmes au métier de la peinture, du carrelage et même de l'électricité. Et vous allez le voir, les femmes elles-mêmes y ont accordé un grand intérêt et c'est en grand nombre qu'elles ont fait le déplacement pour voir, pour échanger et partager des expériences. Jean-Marc Djadji qui commente le travail de Kadi Koné. Ces femmes veulent briser les barrières du monde professionnel. Elles ambitionnent aussi d'exceller dans les métiers qualifiés de métiers d'hommes, tels que le secteur de l'immobilier. Pour ce fait, elles lancent un programme de formation sur les métiers de l'immobilier, une initiative portée par la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est une opportunité un peu spéciale. Ça va nous permettre à nous les femmes de pouvoir sortir de notre lieu de confort, de nous épanouir et puis d'apprendre un métier que, bon, on a l'habitude de voir les hommes faire ce métier. Ça sera une première de voir nous les femmes venir se mettre aussi dans ce domaine. Les femmes, elles sont motivées, elles ont envie de faire des activités comme de la peinture, du carrelage, être dans l'immobilier comme agent immobilier, etc. Donc on doit les encourager et leur montrer que nous qui sommes passés par là, en tant que femmes, nous avons pu y arriver et elles aussi, elles peuvent y arriver. La fédération entend former 200 femmes au métier de l'immobilier, tels que la peinture, le graffiti, le plafonnage et l'électricité sur une période de 3 mois. C'est une formation qui est basée sur les métiers de l'immobilier. Alors nous avons fait une certaine sélection. La tranche d'âge que nous avons visée part de 18 à 35 ans. L'objectif en fait c'est pour réduire le taux de chômage des femmes en Côte d'Ivoire et emmener ces femmes-là à prendre l'initiative d'entreprendre et d'être autonomes. La Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire est une association de plus de 600 femmes engagées dans le leadership et l'autonomisation féminin.
Les lauréats de la 7e édition du prix du patronat pour la recherche et l'innovation ont été récompensés cette semaine. C'est un prix initié par le patronat en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et il vise à contribuer au développement des entreprises par la valorisation des résultats de la recherche. Témoignage Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire, reconnaissant à ses filles et fils qui travaillent d'arrache-pied pour hisser haut le secteur de l'enseignement supérieur. 206 personnalités élevées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, 38 au grade de commandeur, 60 officiers et 108 chevaliers. Nous sommes fiers pour toute la communauté universitaire parce que c'est tous ensemble que nous pourrions avancer, c'est tous ensemble que nous pourrions arriver à atteindre l'excellence, à atteindre un enseignement supérieur performant. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime aujourd'hui. Je voudrais vraiment dire que je mériterai cette distinction en redoublant d'efforts. Parmi ces acteurs, des enseignants, le personnel administratif et technique, mais également le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'inspecteur général d'État, Théophile Awa-Ndoli. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde. Oui, je suis heureux de participer à la confection, j'allais dire, de cette arme-là. Pendant quelques décennies, nous n'avions qu'une seule université. Ensuite, nous sommes passés à 3 universités. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine d'universités. Nous voyons également tous les efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ces médailles sont une distinction qui érige les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et d'attachement à la nation au rang de principe sacerdotal, selon le ministre Adama Diawara. Il est normal que ces personnels-là qui sont à la tâche au quotidien dans l'ombre, que ces personnels-là donc soient reconnus et magnifiés, honorés et décorés. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ces récipiendaires-là sont des modèles auxquels les jeunes pousses vont s'identifier. Donc il y aura un effet d'entraînement qui ne fera que bonifier nos sous-secteurs. L'Ordre national du mérite récompense les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il se compose de 3 grades, commandeur, officier et chevalier. La distinction dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale vise à récompenser le travail de plusieurs années de labeur des acteurs engagés dans la promotion de l'éducation en Côte d'Ivoire. Un reportage de Sephora Zegui et Ulrich Adangon. C'est aussi un partenariat salutaire que vient de nouer le ministère du Tourisme avec un établissement bancaire de la place. La collaboration va durer 2 années et elle a pour objectif de propulser la digitalisation du secteur touristique. Patricia Omoetia nous explique comment. Ce partenariat est un pas décisif vers la modernisation et la digitalisation du secteur structure bancaire et de rester le partenaire privilégié des acteurs du secteur du tourisme. Bien au-delà de la simple formalité qui est la signature de l'accord que nous allons signer aujourd'hui, cette collaboration entre le ministère du Tourisme et des Loisirs incarne une union qui est résolue entre Ecobank et le ministère du Tourisme. Cette union est portée par notre volonté commune d'insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie du tourisme de Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme et des Loisirs s'engage à accueillir la digitalisation afin de faciliter le paiement de la taxe touristique. Cette convention contribuera, nul doute, à moderniser non seulement nos infrastructures touristiques, mais elle permettra également d'offrir des solutions financières innovantes à tous les acteurs de notre secteur de l'industrie touristique. Et comprenez bien que cette collaboration ne vient que mettre en place un tissu plus amélioré des PME et des TPE de notre secteur touristique. Ce partenariat marque une étape cruciale vers un avenir digital et prospère pour le secteur du tourisme ivoirien, a indiqué Siandou Fofana, le ministre du Tourisme et des Loisirs.
Vous avez certainement reconnu la voix de Sephora Zegui en lieu place de Patricia Omoetia. On reste toujours dans l'esprit du partenariat, se mettre ensemble pour être plus fort. Cette fois, c'est dans le domaine du sport, le foot pour être plus précis, et c'est dans le cadre de la CAN qui approche à grands pas. Un événement festif de grande envergure pour lequel l'engouement des populations est total, et il le sera encore plus avec cet accord de partenariat signé récemment entre le Comité national de soutien aux éléphants et l'entreprise Ascoma. Arsène Kouassi nous explique. Le Comité national de soutien aux éléphants continue de tisser sa toile afin d'accentuer la mobilisation autour de l'équipe nationale durant la CAN qui s'annonce. Cela s'est encore récemment traduit par cette signature de partenariat entre le CNSE et l'entreprise Ascoma, leader du continent en conseil et courtage en assurance. Nous sommes très fiers de participer à cet événement et de contribuer ainsi au rayonnement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra cette année dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons par la même occasion toutes les chances de succès à nos éléphants. Sensible à cette marque d'attention, la tutelle du sport, représentée par l'honorable Gwali Dodo Basile et le président du comité des supporters, Adonis Kwadio, salue cet accord qui assurément va booster le 12e homme des éléphants dans l'animation dans les stades. Nous souhaitons que les autres entreprises qui sont installées dans ce pays apportent leur soutien à la mobilisation de tous les Ivoiriens autour des éléphants. La coupe reste définitivement, en tout cas pour la 3e fois en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Ascoma. Mais les rapports avec Ascoma ne datent pas d'aujourd'hui. Ascoma nous a souvent accompagnés et je rappelle que c'est Ascoma qui a financé le lancement de la mobilisation populaire autour des éléphants pour cette campagne de la CAN 23. Dans la dynamique, le directeur général de Ascoma a été fait ambassadeur du CNSE. Avec ce nouveau partenaire Ascoma, le CNSE souscrit ainsi à une assurance tout risque pour la mobilisation autour des éléphants afin de pousser nos pachydermes à un 3e sacre continental. Le discours apporte à l'homme assurance, l'écriture exactitude et la lecture lui apporte plénitude. Le ministère de la Culture et de la Francophonie s'emploie à redonner à la jeunesse le goût de la lecture et de l'écriture. D'où ce nouveau salon du livre pour enfants et adolescents. Un salon grâce auquel le système éducatif pourrait améliorer l'encadrement des jeunes élèves dans leur parcours scolaire. Jean-Marc Djadji. Apprendre aux tout petits à avoir le goût de la lecture, à mieux écrire et s'exprimer en français. Tels sont entre autres les objectifs du SALEA, le Salon du livre pour enfants et adolescents. Prévu du 14 au 16 décembre 2023 au Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen, Alassane Ouattara de Cocody. Ce salon est une ouverture pour le développement psycho-éducatif des enfants, selon Gisèle Châtelain, directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture au ministère de la Culture et de la Francophonie. La compétence lecture est donc essentielle, non seulement à la réussite scolaire, mais à la réussite de la vie. L'apprentissage de la lecture, pour être vraiment efficace et profitable à nos jeunes lecteurs, à nos enfants, ne doit pas être seulement l'affaire de l'école. À travers donc l'organisation du SALEA, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sensibiliser les parents quant à leur responsabilité dans l'acquisition de la compétence lecture chez les enfants et les jeunes. Le Salon du livre pour enfants et adolescents sera à sa 6e édition. La guerre est déclarée entre Jacob Zuma et son parti, l'ANC. Lors d'une conférence de presse, l'ancien président sud-africain a attaqué le parti au pouvoir et son président Cyril Ramaphosa, l'accusant d'être aux mains du capitalisme blanc. Il annonce ne pas faire campagne pour l'ANC ni voter pour le parti aux élections générales qui auront lieu l'année prochaine. Cette dissidence pourrait soustraire de précieuses voix au parti présidentiel qui risque de perdre la majorité lors des élections de 2024, ce qui serait une première. Dans sa soif de vengeance contre le président Ramaphosa, Jacob Zuma est prêt à affaiblir son propre parti qu'il refuse pourtant de quitter. Nous sommes
sommes à présent dans la seconde articulation de notre édition. C'est le Dimanche Magazine. Dimanche Magazine que vous ne manquez presque jamais, d'après les retours que vous me faites. Et j'en suis heureux. Aujourd'hui encore, c'est un sujet d'actualité que nous allons développer. C'est la COP 28, une rencontre de haut niveau où la Côte d'Ivoire a présenté ses actions et projets de résilience au changement climatique avec un fort plaidoyer en vue de mobiliser des ressources. On verra tout cela dans les détails dans un court instant donc, après cet élément vidéo qui porte la signature de Grace Kando. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques se sont retrouvés à Dubaï, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de la 28e conférence des parties COP28. Au nombre des pays participants, la Côte d'Ivoire, dont la délégation, faute de 295 personnes, a été conduite par le vice-président de la République, Temoko Meïlet Koné. Sur place, plusieurs activités ont été menées. Quelques acquis de la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur le climat sont énumérés par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. On peut noter l'opportunité de soumission des projets ivoiriens au fonds Altera qui a été mis en place au cours de cette COP, doté d'une enveloppe de 250 millions de dollars en lien avec les catastrophes naturelles. Un cadre de partenariat spécifique sur la finance climat de la BOAD et de l'UOMOA a été mis en place pour accompagner nos pays dans la mobilisation des financements pour la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Le réseau du Global Network Adaptation a réitéré son engagement à continuer son partenariat avec la Côte d'Ivoire, notamment dans la mise en œuvre du plan national d'adaptation. Pour la COP29, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques se sont donné rendez-vous en Azerbaïdjan, situé en Asie occidentale. Merci à vous, Grace Kando. Professeur Kouadio Georges, vous rentrez donc de Dubaï, c'était du 30 au 12 décembre. C'était la COP 28, la COP sur les changements climatiques. Ce qui est bien différent d'autres COP. On a la COP 15 de la diversité biologique et puis il y a la COP sur la désertification. Tout à fait. Il faut dire que la notion de COP, c'est une abréviation de Conference of Parties. Il vient de l'anglais, conférence des parties signataires d'une convention. Donc c'est né à Rio en 1992, lorsque on a pris les 3 conventions pour pouvoir protéger l'environnement et surtout réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact sérieux sur le fonctionnement du climat. Allons-y, pour ceux qui ne savent pas, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? Alors, les gaz à effet de serre, vous savez, nous respirons tous du dioxygène qui se trouve dans l'air. C'est un gaz qui est bon pour respirer. Et lorsque la planète s'est établie, il y a un gaz qui est le dioxyde de carbone, le CO2, qui a permis, de par sa nature, de maintenir une température moyenne du fait de son existence naturelle, sa capacité de pouvoir absorber la lumière solaire et maintenir la chaleur dans l'atmosphère. Donc, il joue un rôle naturel d'équilibre climatique, le CO2, avec une certaine concentration au moment où l'équilibre climatique s'est établi. Il tournait autour de 285 parties par million. C'est l'unité quand on mesure le CO2 naturel dans l'atmosphère. Mais lorsque le développement industriel a commencé, on a par l'usage des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, à émettre de fortes quantités de CO2. Et vers les années 1970, les études scientifiques ont montré que ces quantités de CO2 dans l'atmosphère étaient fortement corrélées avec la température moyenne de la Terre, et on voyait croître cette température, ce qui a inquiété les scientifiques, et ils ont lancé une alerte pour dire « Attention, nos modes de production et de consommation sont en train de dérégler le climat ». Ça déjà, il y a déjà une cinquantaine d'années que l'alerte a été donnée par les scientifiques. Et si la question de l'environnement suscite autant d'engouement, c'est bien parce que la planète est en danger, effectivement en danger.
Oui, je peux dire que la planète est en danger, mais le danger est global, certes, mais au niveau de notre pays, il faut que nous comprenions que nous sommes aussi en danger, et terriblement en danger. Le premier danger, c'est l'avancée de la mer vers la terre, ce qu'on appelle communément dans notre jargon l'érosion côtière. Déjà, il y a une vingtaine d'années, on a dû déplacer des populations dans la zone de Grand Laou, le village Laou-Panda, par exemple, les populations ont dû se déplacer du fait de l'érosion côtière. Ça, c'est déjà des signaux précurseurs. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que tout le littoral est menacé par cette érosion côtière. Et imaginez-vous que dans quelques années, si on ne fait rien, heureusement qu'il y a des solutions qui sont en train d'être appliquées, c'est toute notre industrie côtière qui va disparaître, les ports de San Pedro, d'Abidjan qui vont disparaître. Et puis récemment, les inondations que nous voyons, avec des morts qui s'en suivent, ce sont les effets du changement climatique. Et les paysans qui pleurent, qui ont des plaintes partout, avec le dérèglement climatique, les saisons qui changent, ils n'arrivent plus, ils ne savent plus à quel sens se vouer. L'agriculture qui est menacée, les productions qui baissent, ça, nous sommes en danger. Et c'est tout ça qui a motivé la forte délégation qui est allée. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y êtes allé chercher, effectivement, et qu'est-ce que vous nous avez ramené? Qu'est-ce qu'on a gagné, la Côte d'Ivoire? Alors, quand il y a un problème qui concerne l'humanité, il est difficile de trouver des solutions tout de suite. Donc vous voyez, depuis 1992, avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et quelques années plus tard, on est revenu à Paris et on a pris d'autres engagements. C'était en 2015. Oui, c'est en 2015. On est revenu à Paris en 2015, à la COP 21, pour prendre d'autres décisions, pour mieux nous armer collectivement afin de lutter contre cette élévation de température qui nous menace. On s'est dit qu'à 2 degrés C, ça pouvait aller. Mais on a compris que même à 2 degrés C de dépassement, c'est encore difficile. Il faut faire des efforts pour atteindre 1,5 degré C. Donc là, c'était un point critique, l'accord de Paris sur le climat. Et on a compris que le protocole de Kyoto, qui demandait aux pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, n'était pas suffisant. L'action était beaucoup plus, les financements étaient beaucoup plus mis sur l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre. On a laissé de côté la question de l'adaptation. Et l'Afrique a élevé la voix pour dire non, nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique. Et l'autre élément, c'est la finance. Les pays qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, il faut dire que l'Afrique ne contribue que à peine à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils doivent payer, ils doivent nous aider à nous adapter. Ce que vous avez appelé le financement climatique. Voilà. Donc, tous ces éléments ont été mis dans un accord pour prendre en compte une nouvelle vision afin d'éviter que la planète ne sombre. Donc, pendant plus de 7 ans, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à maintenant, on discute, ça n'avance pas, et on arrive finalement, après plusieurs négociations, à Dubaï. Donc là, la Côte d'Ivoire est partie avec des attentes fortes. Première attente, faire entendre la voix de l'Afrique, c'est-à-dire supporter la position africaine en faisant ressortir les points clés qui concernent la Côte d'Ivoire. Le financement, les pertes et dommages, les questions de renforcement de capacité. Toutes ces questions-là ont été défendues par la Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mobiliser du financement. Parce que dans l'accord de Paris, on a demandé à chaque pays, de façon volontaire, à prendre des mesures pour réduire les effets du changement climatique par l'atténuation, mais aussi par l'adaptation. Donc, on a produit ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Et là, on a pris des mesures. Il faut trouver des financements à travers un certain nombre de projets. Donc, on est parti pour voir les investisseurs, les bailleurs, les organismes, afin de présenter nos projets structurants et obtenir des financements. Vous rentrez donc assez satisfait? Oui, nous rentrons satisfaits à 2 niveaux. D'abord, au niveau international, il y a eu 3 éléments forts qu'il faut retenir. On parle du fonds pertes et préjudices comme l'un des acquis majeurs de cette 28e COP. Oui, l'un des acquis majeurs, c'est vrai, 780 millions de dollars, c'est bon à prendre parce qu'il n'y avait rien dans la caisse. On a dit qu'il faut mettre en place des fonds, il n'y avait rien dans la caisse. Mais les besoins sont 10 fois supérieurs à ces fonds. Donc, il y a des efforts encore à faire. Donc, le fonds pertes et dommages, pertes et préjudices, qu'est-ce que c'est exactement déjà? Ça dit, vous subissez des catastrophes, alors on vous les effets du changement climatique, donc vous avez besoin d'être dédommagé. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Imaginez-vous, avec les impacts du changement climatique en cours, on a vécu les inondations. Les réceptifs hôteliers à Bassa ont connu
des pertes et dommages énormes, il y a de cela 5 ou 6 ans. Quand vous regardez ces pertes, il faut encore réinvestir. Comment il sera implémenté ici, chez nous? Bon, il sera implémenté ici, chez nous. Vous savez, dans les discussions, il y a d'abord la volonté de mettre des fonds, mais il y a le mécanisme pour pouvoir avoir accès à ces fonds. Donc, il y aura des critères, et la Côte d'Ivoire, par le biais du renforcement des capacités avec ce qu'on a adhéré à d'autres conventions, comme la convention de Sendai sur la prévention des risques et catastrophes, les questions du système d'alerte précoce, on a quand même l'expérience pour pouvoir mieux maîtriser les pertes et dommages et pouvoir aller à ces fonds et prendre ce qui nous revient quand on aura des pertes et dommages. D'accord, allez-y. C'est un processus qui est en cours. D'autres acquis? D'autres acquis importants, c'est que nous sommes partis à cette COP-là avec la volonté de financement de nos projets. Il y a le fonds SAFE, qui est un fonds pour pouvoir aider les pays à faire une agriculture durable, de fait à maîtriser... C'est l'alliance entre les pays africains et les pays arabes. Du Moyen-Orient. Oui, arabes. Voilà. C'est oui. un fonds de 10 millions de dollars qui est soutenu par l'ex-secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la Côte d'Ivoire a adhéré à ces fonds, donc on aura la possibilité de mobiliser la part qui nous revient à travers les projets qu'on va soumettre. L'autre fonds, on l'a dit tout à l'heure, la question, vous avez parlé des acquis, l'un des acquis au niveau international aussi, il faut le dire, c'est l'abandon progressif des combustibles fossiles. Je l'ai dit tout à l'heure, les gaz responsables responsables du réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, émanent des combustibles fossiles. Donc la grande décision historique, c'est qu'on s'engage tous à laisser de côté les combustibles fossiles, mais cela se fera progressivement selon les capacités de chaque pays. Mais l'idée, c'est qu'il faut abandonner véritablement les combustibles fossiles et c'est la fin qui a été annoncée, c'est le départ de l'abandon de ces combustibles. Et justement, pour revenir... Et à ce niveau-là, il y a des fonds qui ont été mis en place. Le fonds Altera, le ministre en a parlé tout à l'heure. La Côte d'Ivoire est éligible à ce fonds et le ministère des Mines et de l'Énergie a un certain nombre de projets structurants qui vont nous permettre d'aller capter ces fonds-là en vue de promouvoir les deux aspects importants sur l'énergie, c'est-à-dire la promotion des énergies renouvelables et la question de l'efficacité énergétique. Justement, en Côte d'Ivoire ici, où on en est avec cette question d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était parti d'une base à partir de 1992. Il y a des progrès qui ont été faits aujourd'hui. Le mix énergétique pour 2030, l'objectif qu'on s'est fixé, notre mix énergétique devrait atteindre les 45%, c'est-à-dire la production d'énergie à partir des combustibles fossiles va être remplacée par des énergies renouvelables à hauteur de 45%. Et aujourd'hui, d'ici à 2030. D'ici en 2030, c'est surtout autour de 10-15% à travers la construction. Il y a un exemple qui est très promoteur, c'est la construction de la centrale à biomasse, oui. Biova. C'est le projet Biova, oui. Le projet Biova qui est un exemple qui a été montré par le secteur privé de son engagement à aller vers les énergies renouvelables. Il y a aussi d'autres centrales solaires qui sont en construction dans les régions de Korogo, de Bondoukou, pour pouvoir impulser ce processus. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le secteur privé a compris l'intérêt de tourner la page des combustibles fossiles et il s'engage, avec les accompagnements du gouvernement, à aller véritablement vers les énergies renouvelables. Nous avons bon espoir que d'ici 2030, la Côte d'Ivoire va faire un pas vers l'abandon progressif des combustibles fossiles. Professeur Kouadio, est-ce que la COP, finalement, ce n'est pas un grand rendez-vous où on se retrouve et où on fait des promesses pour ne pas les tenir après? On se souvient, vous l'avez dit, en 2015. Et puis là, aujourd'hui, les grands pollueurs, il y a des montants, ils sont condamnés à payer des montants qu'ils ne payent pas. Comment vous pensez pouvoir les y contraindre? Les y contraindre, il n'y a pas de contrainte. Comment vous pensez face à une mère malade, oui. Face à une mère malade, chacun doit prendre la responsabilité de sauver cette mère. Et la terre nous donne tout. Justement, et certains fils, pays... les plus nantis, font des promesses, ne les tiennent pas, alors que les autres qui sont les plus pauvres, c'est eux qui subissent les... Oui, il y a des avancées. Vous savez, il y a des intérêts économiques en jeu. Quand on prend une décision qui, pour 197 pays, les intérêts sont parfois divergents. Mais il faut remarquer que chaque fois qu'on va à une COP, il y a une progression parce que les scientifiques, d'un côté, nous mettent
la pression, avec les résultats scientifiques qui sont connus, la menace est là, et il y a des efforts qui sont faits. Nous, pays africains, ce qu'on a compris, et c'est pour ça qu'il y a eu des consultations durant tout le processus de préparation de cette COP28, et à Nairobi, il a été produit une déclaration de la position africaine. L'Afrique doit compter sur ses propres ressources. D'abord, sur son capital naturel, on a du potentiel. L'Afrique, ses propres ressources, l'Afrique n'en a pas d'argent. Non, on a des ressources, naturelles, on a des capital humain, on a des ressources naturelles, il faut les valoriser. Actuellement, le problème majeur, professeur, c'est l'argent que vous êtes allé rechercher. On va finir, on a d'ailleurs fini. Oui. Dites-nous les recommandations de l'AMSEN, l'association des ministres, très rapidement. Vous avez 30 secondes. Tout est contenu dans la déclaration de Nairobi. Sur les énergies, nous avons donné notre position. Sur la finance, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas continuer à espérer des pays développés pour nous apporter de l'argent. Il faut compter sur leurs propres efforts, même si c'est insuffisant. C'est la voie que l'Afrique veut adopter et négocier pour que, aujourd'hui, les matériaux nobles qui peuvent nous permettre de laisser de côté les combustibles fossiles, c'est une mine d'or. Il faut pouvoir les transformer et permettre à l'Afrique, dans ces échanges-là, de pouvoir avoir une plus-value pour pouvoir renforcer ses caisses et puis aller. Mais c'est une obligation, je dirais, morale pour les pays développés de pouvoir régler ce problème, ce contentieux. Il y a 7 ans, ils nous avaient prévu 100 milliards par an. Aujourd'hui, dans les négociations, il s'agit de les tripler. On attend à la COP29. Vous n'avez pas encore eu les 100 milliards. Oui, mais déjà, il faut les tripler parce que les enjeux deviennent plus importants. Et on va discuter à Bakou, en Azerbaïdjan, en 2024, pour trouver des solutions sur la finance climatique. Mais il faut compter sur soi-même, et c'est ce que la Côte d'Ivoire fait à travers la voie qui est ouverte pour accélérer la mise en œuvre de nos CDN. Merci. En tout cas, merci encore une fois. Je tiens à dire merci à la RTI qui nous offre cette opportunité et remercier le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous offre l'opportunité de participer à ce sommet mondial important pour la Côte d'Ivoire, et aussi au vice-président qui, par ses recommandations éclairées, et à tout le gouvernement. Et à tout le gouvernement. Merci, professeur. Qui était là. Il y a des enjeux. Nous sommes de Professeur Georges Kouadio. Le travail commence. Professeur Georges Kouadio, conseiller technique au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Par ailleurs, vous êtes président du comité scientifique de la COP28, mais également directeur par intérim de l'AN 2. Vous êtes venu nous faire un point de votre mission à Dubaï lors de la COP28. Merci encore et bon retour chez vous. Merci à la dynamique équipe qui m'a aidé à vous proposer cette édition. Berthé Nabré, Afoué Sanogo, Arlène Poka, Anassé Florent, Mangué Christian, Paul-Henri Deka, Issa Chonanyeo, Delphine Blaye sous la supervision de la directrice Abiba Dambélé Saoué. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve jeudi à 13h.